Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangu qui sont relayés par nos 52 radios et cette télévision partenaire dans tout le Niger. Bienvenue au forum de la presse de Studio Kalangu, notre rendez-vous hebdomadaire du décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève. Actualité oblige, le forum de la presse de ce jour est consacré à la célébration ce 13 mai de la Journée nationale de la femme. D'abord, nous ferons le point sur la célébration de cette journée, ensuite sur les actions entreprises pour promouvoir les droits de la femme nigérienne. Ensuite, zoom sur les conditions de vie des femmes vivant dans les zones d'insécurité. Ainsi, nous verrons les conditions de vie et de travail des femmes des médias. Pour décrypter donc ces sujets, nous accueillons autour de nous que des femmes. Il s'agit de Madame Aïssa Abdoulaye Alfari. Elle est journaliste et rapporteure de l'Association des professionnels africaines de la communication section du Niger APAC. Merci d'être venue. Bonsoir. Bonsoir. Nous recevons Ousseina Harouna Adamou. Elle est journaliste à la radio et télévision Canal 3. Bonsoir. Bonsoir. Et Maïmouna Diado, journaliste indépendante. Bonsoir. Bonsoir Nafissa. Je suis Nafissa Adam Sirfo à la modération. Chers invités, merci d'être venus. Aujourd'hui, 13 mai 2022, est célébrée la 32e journée nationale de la femme nigérienne, une journée mise à profit par les femmes, les pouvoirs publics et les partenaires pour promouvoir les droits de la femme et réfléchir sur des préoccupations et défis qu'elles rencontrent dans leur domaine. Alors, je commence par vous, Maïmouna Diado. Quelle lecture faites-vous de la situation de la femme nigérienne en général, si on peut le dire, plus de 30 ans après l'institution de cette journée? Merci Nafissa. D'abord, je souhaite une très bonne fête, en tout cas, fête de la femme à toutes les femmes nigériennes, qu'elles soient rurales et qu'elles soient citadines. Pour ce qui est de la rétrospective, parce que vous venez de parler de 32 ans de célébration de cette journée, c'est vrai, on peut parler en termes d'acquis. Et on peut parler également en termes, bien sûr, de ce qui ne va pas. Les limites, les défis. Les défis, tout ce qu'il y a à dire. Aujourd'hui, quand je prends la situation de la femme nigérienne, en général, je peux dire qu'il y a une avancée. Avancée dans quel domaine? Il y a une avancée. Quand je parle d'avancée, je parle peut-être d'avancée au niveau de la scolarisation. Au niveau du secteur, que ce soit public ou parapublic, aujourd'hui, quand on regarde, il y a énormément et beaucoup de femmes qui sont aujourd'hui des femmes entrepreneurs. Elles sont indépendantes, elles font le travail comme tous les hommes, c'est-à-dire qu'elles se démerdent. Donc, il y a des avancées comme vous Il y a des dites. avancées. Il y a des avancées sur le plan économique de la femme. Il y a les avancées sur le plan également, en général, quand je prends dans tous les secteurs, comme je l'ai dit. Économique, c'est à travers des activités génératrices de c'est à revenus. travers des activités génératrices. Aujourd'hui, il faut regarder la génération, cette génération féminine future, aujourd'hui, est en train de développer un autre concept. C'est-à-dire tout simplement, elles sont en train de se mettre dans la peau de l'entrepreneuriat. Il y a l'entrepreneuriat féminin. Avant, il n'y avait pas assez. Les femmes étaient réticentes quant à se lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, elles ont développé ce concept. Ça veut dire que tout simplement, même si elles ne sont pas nombreuses, elles sont quand même là, elles sont visibles. Et elles sont en train d'influencer les autres femmes pour changer la donne. Parce qu'aujourd'hui, elles ne peuvent pas toutes se retrouver au niveau de la fonction publique. Donc, il faut créer les conditions à ces femmes-là. Dans d'autres domaines qui vont faire leur visibilité, dans d'autres domaines qui vont leur rapporter. Et je me dis que c'est déjà une avancée. Quand on regarde la petite fille aujourd'hui, l'éducation de la jeune fille, il y a quand même eu des avancées. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que de par ces petites filles qui vont à l'école, on les incite à aller à l'école, on fait en sorte que ces filles-là restent
en tout cas dans le système, on les maintient, oui. Dans le système éducatif jusqu'à l'âge de 16, 17 ou 18 ans. Ça veut dire tout simplement qu'une femme qui étudie aujourd'hui, elle devient leader dans sa commune. Elle change le comportement des citoyens. Elle devient une femme modèle. Et aujourd'hui, elles sont nombreuses qui ont réussi de par l'éducation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des femmes qui n'ont pas réussi parce qu'elles n'ont pas été à l'école. Voilà, oui. Il y a ces femmes qui ont réussi parce qu'elles n'ont pas été à l'école, mais quand même, elles ont su, en tout cas, se démarquer voilà. Des autres. Donc, maintenant, pour ce qui est de l'autonomisation, ça rentre dans l'autonomisation de la femme. Il y a eu un combat autour de l'autonomisation de la femme. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir que l'autonomisation, le combat, n'a pas été vain. Ça veut dire que tout simplement, il y a ce système d'autonomisation de la femme. Des avancées significatives. Maintenant, oui. Maintenant, ce qui ne va pas, c'est que jusqu'à présent, nous célébrons 13 mai de chaque année. Il y a des doléances que ces femmes soumettent au niveau donc, du décideur, ça veut dire qu'au niveau du gouvernement. Mais est-ce qu'il y a un retour? Voilà. Est-ce que vraiment les acteurs prennent en compte les vraies préoccupations, de la femme nigérienne? Parce qu'il ne faut pas regarder cette femme... Justement, selon vous, quelles sont les vraies préoccupations de la femme nigérienne, qu'elle soit du milieu rural ou milieu Quand je prends le milieu rural, Nafisa, aujourd'hui, la préoccupation de la femme, qu'est-ce qu'il y a? C'est avoir l'eau à côté. L'accès à l'eau, oui. L'accès à l'eau potable. C'est avoir la nourriture alimentaire à côté. Tout ça, les changements climatiques, ça affecte la femme rurale aujourd'hui. Mais est-ce que les décideurs prennent compte de ces réalités de la femme? Parce que quand on regarde, il y a aussi l'insécurité. Aujourd'hui, ces femmes qui sont, en tout cas, dans ces zones d'insécurité, elles deviennent... Justement, on va en venir à la question. Oui, le sort aujourd'hui réservé à ces femmes-là. C'est-à-dire que tu n'arrives pas... Ces femmes, ce sont les femmes qui sont les piliers du développement. Et quand on ne s'intéresse pas à ces problèmes, les problèmes qui sont autour de ces femmes-là, ça veut dire qu'on n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Donc, ça veut dire tout simplement que les décideurs, pour que ça change... Pour les préoccupations, la parole, les femmes en milieu urbain, quelles sont vraiment leurs préoccupations? Mais Nafisa, leurs préoccupations aujourd'hui, nous, la lutte qu'on doit mener, tu as vu, on a eu quand même des avancées sur le plan où on parle de quotas. Mais nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, on ne veut même pas le quota, on veut la parité. Aujourd'hui, on veut que les femmes soient remises dans leurs droits. C'est-à-dire que quand je parle de salaire, il faut que le diplôme égal, salaire égal. Il faut également permettre à cette femme qu'elle s'exprime, qu'elle puisse donner son avis sur ce qui la concerne. Voilà en fait les préoccupations. Malgré donc qu'il y ait une avancée significative en matière des droits de la femme, les préoccupations elles sont nombreuses. Alors vous, Ousseina Harouna, comme je le disais plus haut, cette journée du 13 mai, elle est l'occasion pour les femmes de bien réfléchir sur leurs préoccupations. Vous, selon vous, est-ce que vraiment cette journée elle est mise à profit pour réaliser des actions concrètes même en faveur des droits de la femme? Est-ce que cette journée elle est mise à profit? Justement, moi, je pense que le 13 mai, la journée nationale de la femme, ça doit vraiment dépasser une fête. Ça doit nous amener, nous, en tant que femmes, de réfléchir sur nos propres conditions, sur notre vécu, de faire un bilan sur notre situation. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on doit aller au-delà de ces fêtes-là et venir vraiment s'asseoir, poser le débat, réfléchir sur nos réelles préoccupations. Parce que quand on regarde aujourd'hui les fêtes du 13 mai ici au milieu urbain, tu vas voir que les femmes beaucoup de femmes font des fêtes, des activités récréatives. En tout cas, ces femmes-là ne manquent pas ce moment-là pour être ensemble et vraiment fêter la fête du 13 mai. Moi, je vois au-delà de... On peut le voir positivement, le fait que les femmes se retrouvent dans un cadre... Moi, je pense que c'est une bonne chose de se retrouver. Mais quand même, il faut aller au-delà de cette fête. Au-delà de cette fête, quand je dis ça, c'est de s'asseoir pour parler des réelles préoccupations des femmes. Quand on regarde aujourd'hui au milieu rural, les conditions de la femme laissent à désirer.
Il suffit juste de faire une centaine de kilomètres de Niamey pour constater cela. Donc, selon vous, vraiment, cette journée, les femmes ne la saisissent pas comme il le faut. En tout cas, je pense que la femme, aujourd'hui, les femmes en général, ne saisissent pas cette occasion pour vraiment poser le débat qu'il faut sur les conditions de la femme. Les femmes doivent vraiment réfléchir au-delà de ces fêtes-là, parce que jusqu'à aujourd'hui, même au milieu urbain, quand tu vois, vraiment la femme est marginalisée d'une part. On n'est pas du tout, c'est vrai, on dit à chaque fois les femmes qui vivent au milieu urbain sont autonomes. Oui, mais dans quel sens? Dans quel sens, oui. Justement, donc il faut savoir, même au milieu urbain, il y en a celles qui souffrent. Je parle sous le contrôle de ma grande sœur, elle sait de quoi je parle. Il y a des femmes qui souffrent. Parce que même au milieu urbain, là, en tout cas, les femmes n'ont pas cette accessibilité. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont cette accessibilité. Voilà, l'autonomisation, elle est en tout cas à 100% effective. Ça, je pense que c'est mon point de vue. Et quand on parle de la femme rurale, encore pire. Parce que la femme rurale, si aujourd'hui on parle de 13 mai, elles me connaissent même cette journée. Aujourd'hui, tu vas au milieu rural, tu parles, c'est quoi la fête, la journée nationale de la femme, tu essayes de les expliquer, elles ne comprennent rien de tout ça. Mais c'est à nous, moi, je pense que c'est ces les femmes du milieu urbain, au lieu de rester au milieu urbain, c'est d'aller vers ces femmes-là. C'est l'occasion même de saisir l'occasion de cette journée. Il y en a des femmes qui font des dons, qui partent dans leur localité pour essayer de causer avec ces sœurs et vraiment leur faire comprendre, les sensibiliser quant à leur rôle dans le développement de ce pays. Mais quand même, beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire parce que jusqu'à présent, la femme rurale, elle est dans son coin, elle est marginalisée. Beaucoup reste à faire à l'occasion donc de la célébration de cette journée qui est le plus souvent marquée par des actions récréatives. Alors vous, Aïssa Abdoulaye Alfari, selon vous, sur quoi faut-il réellement mettre l'accent pour qu'au moins celles mêmes qui sont dans les fins fonds du pays en profitent? Bonjour, d'abord je vous remercie pour cette question que vous venez de me poser. Vous savez, le 13 mai, c'est vrai, c'est une fête nationale célébrée par la femme nigérienne. Dédiée à la femme nigérienne. Oui, qui est une fête nationale. Normalement, c'est une fête qui doit être peut-être faire en sorte que ces femmes aient cette occasion de faire l'état de lieu de ce qu'elles ont y amené comme lutte. Parce que il faut bien qu'on se le dise, il y a 3 décennies de cela, on est là chaque année en train de fêter le 13 mai. Mais en train de fêter cette journée, comment? Comment, effectivement? Comment? C'est juste des journées où les femmes peut-être vont porter le pagne du 13 mai, se retrouver entre femmes, échanger, discuter peut-être et manger. Mais au-delà, concrètement, ce que peut-être les femmes doivent faire, c'est vrai aussi, il y a certaines femmes qui le font présentement. On constate peut-être qu'il y a des femmes qui saisissent cette occasion pour animer peut-être des conférences débats sur des thématiques bien précises. Et ces thématiques-là, ce sont d'intérêt général, des thématiques peut-être qui prennent en compte les préoccupations réelles de la femme nigérienne. Et celles qui sont là, qui assistent à ces conférences, elles arrivent, elles aussi, peut-être à avoir des idées ou bien des notions sur cette thématique-là. Ou peut-être, vous allez voir, peut-être, si je prends l'exemple des femmes, peut-être d'une association féminine comme ça, qui essaie peut-être de parler des femmes ou bien des violences basées sur le genre, qui invite peut-être les élèves, les jeunes filles qui sont là, qui peut-être qui ne savent pas grand-chose sur les violences basées sur le genre, donc, que nous vivons, qui est là, qui sont des questions auxquelles les femmes sont confrontées presque chaque jour dans des foyers. Selon vous, l'accent doit être mis sur les sensibilisations, les séances de sensibilisation, les conférences, les débats, oui. Et surtout, essayer peut-être de mettre en place des activités ayant trait peut-être à la mise en place de certains programmes qui visent à faire en sorte que l'État ou bien les pouvoirs publics aient un œil regardant sur nos droits. Oui, justement, est-ce que vous pensez que l'État fait assez pour la femme nigérienne pour la promotion de leurs droits? Est-ce que l'État fait assez? Dire que l'État fait assez, l'État fait de son mieux. C'est vrai, il y a eu des avancées significatives. Si maintenant on prend l'exemple
tout récemment, le taux, la loi sur le quota qui a été révisée, ça a permis à ce que beaucoup de femmes, au niveau de la législature, soient présentes à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est vraiment à mettre à l'actif aux structures féminines, aux associations féminines, aux organisations féminines qui se sont battues pour que le taux soit rehaussé. Et ça fait en sorte qu'on s'est retrouvé avec 50 femmes sur 166 en 2020, contrairement aux échéances électorales de 2016 où on n'avait que 29 femmes. 29 femmes, oui. Ça, c'est une avancée, quoi qu'on dise. Vous avez évoqué les associations féminines. Est-ce que de leur côté, vous pensez qu'elles font aussi beaucoup pour les femmes nigériennes, pour la défense de leurs droits? Si maintenant, je prends l'exemple, APAC Niger, dont je suis membre, qui est membre active de la CONGAFEN, la coordination des organisations féminines et associations féminines du Niger. La CONGAFEN sert d'intermédiaire entre ces pouvoirs publics-là et ces structures féminines. Le simple fait que la CONGAFEN est là et qu'elle sert d'interface, ça fait en sorte que beaucoup d'actions ont été menées et qui ont porté des fruits en faveur de la promotion de la femme et qui ont porté des fruits. Généralement, ces femmes-là, c'est vrai, c'est au niveau de la CONGAFEN qu'elles mènent cette lutte-là. Mais en dehors de la CONGAFEN, qui est peut-être la grande structure, il y a des petites structures qui sont là, qui essaient à leur niveau, peut-être au niveau communautaire, essayer peut-être de faire en sorte que ces femmes-là, qui vivent peut-être dans les zones reculées, soit peut-être si on prend dans les villages, elles arrivent à les sensibiliser, à renforcer leur capacité, à faire en sorte qu'elles arrivent à valoir leurs compétences. Et ça, faire des formations. Oui, c'est mettre à l'actif peut-être de ces leaders, de ces femmes leaders-là, qui sont là, qui constituent des modèles pour les autres et qui essayent à leur façon de booster leurs petites sœurs. Oui, à vous entendre, donc, il y a des avancées significatives, mais beaucoup donc reste à faire. On espère bien que les femmes puissent bien saisir cette occasion pour vraiment poser le débat et trouver des solutions, des pistes de solutions. Oui, mais Mouna, vous voulez ajouter? Oui, je voudrais juste ajouter pour dire qu'en fait, il faut que l'État ait un regard sur le budget même alloué au ministère de la Promotion de la Femme. Le budget aujourd'hui est insuffisant pour ce ministère de la Promotion de la Femme. Si nous voulons que le ministère de la Promotion de la Femme puisse en tout cas entreprendre des activités, des actions concrètes et réelles sur le terrain, il faut que ce ministère soit doté de moyens, en tout cas financiers, pour pouvoir faire tout ceci. Et de l'autre côté, je déplore également le fait qu'aujourd'hui, le ministère de la Promotion de la Femme, je ne dirais pas que ce que ce ministère est en train de faire n'est pas aussi bon, mais je me dis que ce ministère doit améliorer. Parce que si chaque année, il faut dépenser des pagnes, faire des commandes de pagnes, amener ces pagnes ici pour se retrouver dans une salle comme Mahatma Gandhi ou dans une salle très chère, en tout cas, moi je me dis que c'est peine perdue. Ça veut dire que tout simplement, le ministère aurait pu réfléchir la somme ou l'argent investi pour confectionner ces pagnes pourrait aujourd'hui soulager les femmes qui sont en tout cas dans ces fonds du Niger. Ça pouvait en tout cas avoir un impact positif sur le quotidien de ces femmes. Oui, et il faut aller au-delà de la fête. Il faut que la journée de la femme ne soit pas une seule journée. Il faut prendre le temps d'une semaine. Une semaine où des conférences pourront être faites. Une semaine où les femmes, celles qui sont concernées, doivent être ici, avec les femmes citadines. Leur donner le temps de micro, le temps d'antenne, pour qu'elles puissent dire ce qu'elles sont en train d'endurer. Moi, je me dis que si nous faisons cela, il y aura un changement, un impact en tout cas positif au niveau de ces femmes. On espère bien que donc il faut parce que c'est très important. C'est très important aujourd'hui parce que nous,
Nous, c'est vrai, nous allons partir. Il y a d'autres qui vont venir. Mais est-ce que les jeunes filles aujourd'hui savent pourquoi nous sommes en train de fêter le 13 mai? Non. Dans ce cas, à chaque fois, chaque année, il faut faire des sensibilisations. Il faut mettre à profit ces télévisions, ces médias pour sensibiliser les femmes, leur dire pourquoi c'est un acquis. Comment est-ce qu'elles sont arrivées à avoir cet acquis? Donc il faut aller au-delà des fêtes à l'occasion de cette journée. Il faut la communication dedans. Cette journée de la femme, la 32e édition, a pour thème femme actrice de la sécurité au sein de sa communauté. Et depuis 2015, on sait que le Niger est confronté à un défi sécuritaire qui affecte plus précisément les régions de Difa, Tillabéri et Tawa. Et on sait que cette situation n'est pas sans conséquence et elle touche naturellement, si on peut le dire, les femmes et les hommes et les enfants qui sont vulnérables. Vous, Ousseina, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la situation de ces femmes vivant dans les zones d'insécurité à l'occasion de cette journée? Avant de parler de la situation des femmes dans les zones d'insécurité, permettez-moi de venir parler du thème d'abord. Oui. Le thème de la journée nationale de la femme qui est femme, paix et sécurité. Qui dit paix, qui dit la femme, dit paix. Qui dit la femme, dit sécurité. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, la femme joue un rôle très important dans le maintien de l'ordre. Et partout, la femme, elle est omniprésente dans les actions de paix et de sécurité. Donc ici, vraiment, je pense que le thème a été bien choisi et c'est vraiment un thème, je pense, pour répondre à ces préoccupations parce que nous vivons dans une situation d'insécurité. Oui. Je crois que depuis 2015, presque toutes les régions du pays sont victimes de cette insécurité. Et l'insécurité est menacée. Les premières victimes de cette insécurité, ce sont les femmes et les enfants. Donc je pense que la femme, elle est actrice aujourd'hui de paix, actrice de changement, parce qu'aujourd'hui, si les femmes sont impliquées partout, je pense qu'on aura gagné le pari. Mais malheureusement, ceux qui dans des situations de conflit, en tout cas, le droit des femmes ne sont pas pris en compte. Parce que quand on regarde, elles sont victimes des atrocités, elles sont victimes de beaucoup de choses en zone de conflit. Il suffit juste d'aller dans ces zones-là pour constater cela. Parce que moi, j'ai eu l'occasion d'aller à Difa dans le cadre d'une enquête où j'ai rencontré les femmes victimes de Boko Haram. Ces femmes, ce sont des femmes qui ont vécu là-bas et qui sont retournées. Elles vivent dans un camp non loin de Difa. Ce sont des conditions pénibles. En tout cas, les conditions ne sont pas du tout favorables, ne sont pas du tout acceptables en tant que femme. Vraiment, les conditions laissent à désirer. Ce sont des situations, c'est des situations de pauvreté. Les femmes vivent dans une situation de pauvreté où elles n'arrivent même pas à avoir de quoi manger. Là, c'est grave. Parce qu'aujourd'hui, leur situation, même les conditions d'hygiène et tout, quand tu regardes, ce n'est pas du tout favorable. La femme, elle a besoin de soins. Même le droit à la santé est menacé. Le droit à la scolarisation de la jeune fille est encore menacé. Donc je pense que pour pallier à tout ça, là, il y a la résolution 1325 qui garantit les droits des femmes en situation de conflit. Elles ont droit même à la sécurité. Elles doivent même d'être impliquées dans le processus même de cette maintien de paix. Mais malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est pas... Leurs droits ne sont pas totalement pris en compte, mais ça reste. Beaucoup reste. Parce qu'aujourd'hui, une femme qui a séjourné à Boko Haram, par exemple, quel genre de formation vont-ils faire à cette femme-là pour la récupérer? Il y a la situation psychologique, vu ce qu'elle a eu à avoir. Maintenant, les formations, les ONG qui interviennent à Difa, par exemple, bon, elles ont bénéficié de formations, mais ces formations ne sont pas du tout adaptées à la réalité de Difa. Une femme qui a séjourné à Boko Haram, qui n'a pas, en tout cas, même le repas du midi n'est pas assuré, à plus forte raison. Les 3 repas, si je peux l'appeler comme ça, les 3 repas ne sont pas assurés. Et aujourd'hui, on peut te faire une formation de plomberie, par exemple. Ça ne répond pas aux vraies réalités de Difa. Là-bas, c'est une zone vraiment de pêche, par exemple.
Et pourquoi pas faire des formations, des activités génératrices de revenus. La couture, ça, c'est adapté. Mais je ne peux pas comprendre pisciculture. Voilà. Tout ça là. Mais c'est la plomberie. Genre, c'est des formations qui ne sont pas adaptées aux conditions actuelles des femmes du DIFA. Donc là, c'est un autre cas. Tu vas voir, tu fais un tour encore dans les camps de déplacés ici, dans le département de Walam. Tu vas dans le département de Baleara, par exemple, tu vas trouver les mêmes conditions. Oui, par l'insécurité. Vraiment, la condition de la femme dans ces camps de réfugiés reste beaucoup à... En tout cas, il faut que l'État ait un nœud regardant par rapport à toutes ces questions pour vraiment assurer la protection à ces femmes. D'accord. Alors vous, Madame Aïssa, comment vraiment, comment dirais-je, impliquer ces femmes dans les questions de sécurité ici au Niger, à travers ce que vient de dire Husseina? Vous savez, au Niger, depuis pratiquement peut-être un certain nombre d'années, le Niger fait face à... Depuis pratiquement un certain nombre d'années, le Niger fait face à... et emploi. À l'insécurité. C'est une situation déplorable que les gens vivent malheureux. Et les femmes, malheureusement, sont les plus touchées. Si je dis les plus touchées, entendez par là que la femme rurale qui est là, qui vit au village, qui déjà peut-être est même chef de ménage, soit son mari est parti en exode, l'a laissé seule avec les enfants, elle fournit assez d'efforts pour arriver à assurer même la survie au sein de la famille. Cette femme qui vit dans cette zone d'insécurité, elle a besoin d'être protégée parce que le mari n'est pas là. Vous allez la trouver seule peut-être avec ses enfants. Avec les enfants. Elle doit subvenir aux besoins de sa propre famille. Et pour cela, elle doit peut-être s'affairer à des activités génératrices de revenus, des activités qui peuvent lui apporter quelque chose. Et si ces activités, elle ne peut pas les effectuer normalement, vous voyez les conditions dans lesquelles elle se trouve. Parce que dans les zones de sécurité, dans les zones de sécurité, il ne faut pas perdre de vue. Elles sont exposées. Non seulement elles sont exposées, et en plus, à un certain moment, on avait instauré des couvre-feux. Donc, elles n'arrivaient pas du tout à mener ces activités génératrices de revenus. Et du coup, elles souffrent. Elles ne savent même pas comment faire pour gérer le quotidien de la famille. Et ça, malheureusement, dans les zones frontalières avec le Mali, le Burkina Faso, le Nigeria, les femmes vivent ça. C'est vraiment leur train quotidien. Et il faut bien qu'on inverse cette tendance. Il faut bien qu'il y ait des tendances et que peut-être les ONG et les partenaires au développement, l'État en avant. L'État d'abord, fait en sorte que ces femmes arrivent à avoir de quoi subvenir aux besoins quotidien d'abord. Alors vous, Maimouna, selon vous, que faire vraiment pour que ce droit à la sécurité soit effectif pour ces femmes en zone d'insécurité? Parce que à travers les interventions de vos prédécesseurs, leurs conditions sont pénibles. Il faut d'abord que l'État assure la sécurité à toutes ces populations. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme, la sécurité doit être permanente. Parce que c'est l'État. Oui. Ce sont des populations qui ont droit à ça. On ne demande pas qu'on me mette dans mes droits, mais c'est l'État qui doit le faire. C'est un droit. C'est un droit. Maintenant, en zone d'insécurité, c'est vrai, 13 mai, on dit femme actrice de sécurité. Ça veut dire que tout simplement, pour moi, ce que je vois, il faut donner la possibilité à cette femme de ramener la paix là où elle se trouve. Effectivement. Parce que sa voix compte. Même dans un foyer, quand il y a une mésentente, si la femme veut, la femme va amener cette mésentente pour qu'elle soit positive. Voilà. Donc, c'est la femme qui est actrice de développement. Aujourd'hui, quand la femme elle est touchée, c'est toute la famille qui est touchée. C'est-à-dire que tout ne marche pas. Rien, tout est au statu quo. Donc, il faut essayer d'accompagner cette femme.
Mais l'accompagner comment? Comment, oui. C'est ça. L'accompagner comment? Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'aller dans les camps des réfugiés pour voir la condition de ces femmes. Il faut faire un tour ici à Niamey. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à Tillabéri. Ce sont ces mêmes femmes de Tillabéri. Par exemple, quand je prends la zone de Tillabéri, elles sont ici, à Niamey. Certaines sont ici. Elles se sont déplacées, elles sont venues ici à Niamey. Mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Parce que ça doit étonner. En tout cas, ça doit nous donner à réfléchir. Il y a certaines de ces femmes qui mendient. Voilà, sur le terrain, alors que... Oui. Il y a certaines de ces femmes ou certaines de ces filles qui sont aujourd'hui employées dans les maisons. Il y a certaines de ces femmes qui aujourd'hui sont reversées dans la prostitution. Effectivement. Malheureusement, ce qu'on ne veut pas est en train d'arriver. Parce que tout simplement, l'État n'a pas pu mettre les conditions qu'il faut à ces femmes. Il faut donc vraiment les impliquer. Leur donner, c'est pour ça que je dis, leur voix compte. Parce que ce sont elles qui sont en train de souffrir. Tu ne peux pas aujourd'hui rester dans ton salon, prendre une décision, alors que la femme qui est en train de souffrir, c'est elle qui devrait prendre... C'est elle qui connaît là où elle souffre. Voilà. C'est elle qui connaît là où ça lui fait mal. Maintenant, il faut laisser cette possibilité à cette femme de dire ce qu'elle ressent pour que les gouvernants ou bien le gouvernement puissent en tout cas noter et prendre des décisions qui va les arranger. Il faut donc pleinement les impliquer dans les questions de sécurité pour qu'elles soient vraiment des bonnes actrices. Et puis, comme je l'ai dit, si l'éducation est en panne, comment est-ce qu'on peut faire un changement? Il n'y a pas le changement de développement. En tout cas, quand on revient vers ces zones qui sont dans l'insécurité, je prends Difa, je prends Tillabéri. Depuis 2015, il y a combien d'écoles qui sont fermées? Il y a combien de filles aujourd'hui qui sont dans la rue? Les filles qui avaient 10 ans, au moment où les écoles... au moment où les écoles ont été fermées depuis 2015. Cette petite fille de 10 ans, aujourd'hui, elle a 15 ans. 15 ans, ça veut dire que soit elle est dans un foyer, mariage précoce, mariage forcé. Elle, aujourd'hui, on peut dire qu'elle a déjà 2 gosses. Merci. Ça veut dire que Nafi, c'est pas encore fini, parce que la petite fille, en fait, qui doit avoir cette possibilité d'aller à l'école, qui avait 7 ans, aujourd'hui, on n'a plus la possibilité d'aller à l'école parce que les écoles sont fermées. Donc, il y a l'insécurité qui est là. Il y a le changement climatique qui est là. Donc, il faut regarder tous ces paramètres-là pour impliquer la femme par rapport à tout ceci, pour qu'il y ait un changement au niveau de sa commune. Rapidement, on va clôturer ce sujet. Ils ont essayé de rectifier le tir parce qu'ils ont mis en place un dispositif au sein des camps. Parce que quand je fais le constat, effectivement, et ils ont fait beaucoup de temps. En tout cas, ils ne partent pas à l'école parce que les écoles sont fermées du moins. Mais dans les camps, ils ont essayé de chercher un mécanisme pour que vraiment ces filles et fils-là puissent vraiment aller à l'école. On espère bien que les femmes soient vraiment impliquées dans ces questions de sécurité. À tout seigneur, à tout honneur, parlons à présent de la situation de la femme journaliste ici au Niger. Alors, je reste avec vous, Ousseina. Est-ce que, selon vous, les femmes occupent les médias au Niger? Comment se présentent leurs conditions? Je peux dire oui, les femmes occupent les médias. Et tu vas voir, il faut faire un tour dans les médias, tu vas voir que c'est les femmes qui sont au four et au moulin. Mais le problème n'est pas d'occuper. Qu'est-ce que ces femmes-là font concrètement? Parce qu'il ne s'agit pas aussi d'occuper une rédaction, de venir s'asseoir les matins et maintenant et repartir encore sans rien faire. Parce qu'on sait, nous les femmes, nous sommes réticentes. On dit, en tout cas, beaucoup on dit vraiment que nous ne sommes pas impliqués. Alors que c'est nous-mêmes. On se dit que non, justement, c'est nous-mêmes qui ne veulent pas vraiment aller de l'avant parce qu'on se met derrière. Quand tu regardes dans les rédactions, les femmes sont derrière, les hommes sont devant. Malheureusement. Bon, je pense que beaucoup de progrès ont été vraiment réalisés et vraiment le constat est là, il est positif, mais ça reste
Oui, parce qu'il faut qu'aujourd'hui, si tu es présente, il faut proposer un sujet, il faut être vraiment à mesure de faire le terrain comme les hommes. Il faut être vraiment, il faut qu'on te sente, quoi. Il ne faut pas venir rester dans une rédaction pour dire « Ah, chef ne m'a pas programmé ». Non. Si tu viens, il faut venir avec un sujet. Et je pense que quand tu amènes ton sujet, le chef, là, il est obligé de t'accompagner. Elles sont présentes, mais quelles sont selon vous les conditions même de travail des femmes journalistes? Moi, je me dis que les conditions... Est-ce qu'elles sont réunies? On ne voit pas totalement que les conditions sont roses, mais quand même que ça va. Ça va parce que moi, en quel terme? Ça va parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que quand je viens dans une rédaction, j'amène mon sujet. En tout cas, on me met dans les conditions pour que je puisse traiter le sujet. Oui, et si aujourd'hui, les conditions, parce que aujourd'hui, je ne veux pas dire que quand je propose mon sujet, on rejette. Oui. Parce que je suis une femme. Ou bien aujourd'hui, quand j'amène un sujet sur la politique, parce que tout simplement, je suis une femme, on dit que non, le sujet qui concerne la politique, il faut les hommes pour les traiter. Les questions sur la santé, il faut la femme. Le panier de la ménagère, il faut la femme. Non, moi je pense qu'à un autre niveau, je n'ai pas vu ce problème. Mais le problème est autre chose. C'est quoi alors? Autre chose parce qu'aujourd'hui, les femmes, quand elles viennent aujourd'hui, c'est pour aller directement à l'écran. Pour présenter le journal. La présentation, tu ne peux pas venir aujourd'hui et présenter demain. Elles sont motivées rien vraiment, juste pour être présentatrice. Oui, elles pensent que la présentation là, elle est facile. Ça se résume au journalisme. Justement, mais il faut connaître le terrain. Il faut avoir les compétences. Il faut vraiment faire un effort pour montrer de quoi tu es capable. Il faut avoir l'estime de soi. Il faut avoir confiance en ce que nous sommes en train de faire. Aïssa, à entendre parler Ousseina, les femmes, elles sont présentes dans les médias. Mais vous, selon vous, est-ce qu'elles jouissent vraiment de leur droit dans l'exercice de leur métier? Les femmes journalistes, dans les rédactions, elles sont là en grand nombre. Et c'est vrai, moi je ne me retrouve pas dans ces genres d'idées négatives parce que j'ai comme l'impression que les choses ne bougent pas. Ça fait des décennies, on est en train de parler que la femme journaliste est toujours lésée. Non, je ne vois pas les choses comme ça. Parce que je me dis, il faut que les choses changent. Et c'est à nous de changer les choses. C'est à nous de changer la donne. En quoi faisant alors? Nous, en tant que femmes journalistes, si aujourd'hui nous sommes là, il faut bien qu'on serve d'exemple aux autres. Si nous sommes là, c'est parce qu'on a vu d'autres, nos aînés, nos grandes sœurs, peut-être oser prendre la parole en public, s'exprimer et dire ce dont elles ont besoin. Pourquoi toujours dire que les filles, elles sont en grand nombre, mais elles ne se font pas remarquer dans les rédactions? Non, c'est à nous aussi de chercher à les changer. Parce que si nous sommes là, on les dépasse en âge, on les dépasse en expérience. Il faut bien chaque matin, c'est vrai, c'est pas facile. Entre nous femmes, souvent la solidarité là. La solidarité, il n'y a vraiment pas de solidarité. La solidarité féminine, là, il faut mettre l'accent sur ça. L'accent sur ça même au sein des rédactions. Faire en sorte que la jeune fille là, qui vient, la stagiaire là, qui vient d'arriver, essaie de l'approcher. Si elle ne vient pas vers toi, c'est parce qu'elle, souvent, elle est là, elle ne sait même pas pourquoi elle est venue. Elles sont confrontées à certaines difficultés. Oui, il faut bien que nous aussi, qui sommes leurs grandes sœurs, qu'on essaie de les approcher. Moi, sincèrement, là où je suis, ça ne me dit absolument rien à l'UNEP de dire à une il faut faire tel sujet, il n'y a pas de problème, il faut faire, moi je vais te dire. Oui, pour revenir un peu sur citez-nous quelques-unes des difficultés auxquelles elles font face. Les difficultés, vous savez, le journalisme, quoi qu'on dise, il faut essayer d'aimer ce métier-là. Il faut être passionné par le journalisme. Et vous, donc, à la PAC, l'association, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les actions que vous entreprenez pour vraiment promouvoir les droits de la femme journaliste? Oui. Moi, ce que je voudrais d'abord dire, avant même de parler de la PAC, c'est qu'il faut que la hiérarchie au sein des rédactions, si je dis la hiérarchie, je fais allusion au directeur, au rédacteur en chef, adjoint, au secrétaire de rédaction, il faut bien qu'il associe les femmes. Parce que à talent égal, il faut forcément qu'il y ait valeur égale. Effectivement, oui. Au même titre que les hommes, les filles peuvent faire si souvent ce que les hommes... on les associe. C'est parce que déjà, il y a des idées préconçues. Il
Il y a déjà des projets qui sont là. Et il faut que les femmes journalistes aussi aient confiance en elles. elles. Oui, il faut bien qu'elles osent. C'est surtout le manque de confiance là, oui. Et c'est là où peut-être je peux parler du APAC, à l'Association des professionnels africains de la communication section Niger. Vraiment, c'est une association qui est là, qui est active et qui est gérée, si je peux le dire, par une femme dynamique qui essaie de tout faire pour que cette fille journaliste s'intéresse d'abord à ce métier. Et en termes d'action, qu'est-ce que vous faites concrètement? Au niveau de APAC Niger, l'APAC mène régulièrement des actions de sensibilisation d'abord, des renforcements de capacité. Il y a beaucoup de femmes journalistes qui ont bénéficié des formations. Si maintenant je prends l'exemple, il y a eu des femmes qui ont été formées en montage vidéo, en montage de son. Ça veut dire que ces femmes n'ont même pas d'investigation, en investigation. Et il y a plusieurs thématiques en migration, toutes les questions d'actualité. En tout cas, au niveau de APAC, nous essayons de faire en sorte que les femmes soient imprégnées et qu'elles arrivent à avoir les rudiments nécessaires pour pouvoir mener à bien leur métier. Voilà. Et elles sont là. Elles sont là, les femmes qui ont bénéficié. Il y en a plein. Alors, vous, Maïmouna, que dire vraiment sur la situation de la femme journaliste ici au Niger? Nafi, ça fait combien d'années, en tout cas, que nous parlons de la situation de la femme journaliste? C'est vrai, elles occupent les médias. Mais elles occupent les médias comment? C'est la question posée par Ousseina, oui. Parce qu'il ne suffit pas d'être dans une rédaction. Il ne suffit pas de dire aujourd'hui que je suis dans une télévision, que je suis journaliste. Mais tu es journaliste comment? Parce qu'il faut d'abord avoir la conviction, l'amour du métier. Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'être journaliste? Effectivement. Parce que si tu n'as pas la conviction, tu n'as pas l'amour de ton métier, tu ne pourras pas avancer. Parce que tu ne sais pas ce que tu cherches dans le métier. Tu ne sais pas ce que tu veux devenir dans ce métier. Dans le futur, oui. Dans ce métier. Donc, c'est ça, en fait, le problème auquel aujourd'hui nous sommes confrontés avec les filles. Ces jeunes qui viennent, elles pensent qu'il faut venir vers les télévisions, juste se présenter, présenter le journal, être belle, voilà, se maquiller. Alors que les vrais défis, c'est à toi maintenant de relever ce défi, de montrer que tu es apte à faire, que tu es capable de faire ce que ton autre confrère, homme, est en train de faire. Si tu n'arrives pas, en tout cas, à surmonter tout ça, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un blocage. Moi, je fais partie, en tout cas, des premières femmes journalistes qui a pu avoir la formation avec APAC Niger depuis les années 90. Et je suis fière. C'est parce que tout simplement, il y a la relève, je sais que je veux ce que je veux dans le métier. Voilà. Et aujourd'hui, APAC m'a aidé à décoller. Mais qu'on fasse une sensibilisation à des filles journalistes, même si tous les jours, APAC Niger se met dans une rédaction pour sensibiliser ces filles, tant qu'elles-mêmes, elles ne bougent pas, elles ne comprennent pas pourquoi APAC est en train de faire ces formations, je vous assure, elles seront toujours à la qu'est-ce qu'on dit, mais ligne de départ. Elles ne seront pas à la ligne d'arrivée. Et malheureusement, je dis, dans une rédaction, tu peux avoir 10 femmes, 2 hommes. Les 2 hommes feront le travail de ces 10 femmes. Malheureusement, le triple même de ce que les femmes Et aujourd'hui, moi, je voudrais que ces femmes dépassent le fait de venir s'asseoir à la rédaction. Mais selon vous, qu'est-ce qui expliquerait vraiment, je ne sais pas, cette réticence des femmes même? Il y a la réticence aujourd'hui. Il ne faut pas oublier les pesanteurs socio-culturels. Aujourd'hui, il y a ces pesanteurs socio-culturels qui freinent l'avancée de ces femmes journalistes-là. Une femme journaliste, elle est mal vue des fois par la société. Mais c'est pas peut-être une raison. Non, j'arrive. Il y a cette société. Non, j'arrive. Il y a cette société qui est là. Il y a cette société qui est là. Aujourd'hui, elles sont confrontées dans leur ménage. Le mari, celles qui sont mariées, le mari qui n'est pas compréhensif,
ne peut pas accepter aujourd'hui que sa femme puisse sortir le matin à 8 heures et revenir à la maison à une heure peut-être tardive. Oui. Il y a tout ça. Ou aller en reportage à des heures tardives. Il y a tout ça. Oui. Il y a aujourd'hui, c'est pas que ces femmes ne veulent pas des postes de responsabilité. Elles veulent bien ces postes de responsabilité. Mais elles ont en tout cas, de l'autre côté, peur de perdre leur foyer. Et c'est un frein, en tout cas, à l'avancée de ces femmes dans ces rédactions-là. Mais moi, ce que je voudrais que ces femmes comprennent, tu as choisi d'être journaliste. Bien avant que tu te maries, peut-être que tu étais déjà dans la profession. Maintenant, tout peut se régler. C'est un consensus. Essaie d'avoir un consensus avec ton mari. Rien n'est impossible. Si le mari est compréhensif, il sait que en tout cas, c'est ce que ma femme veut. Effectivement. Aller plus loin dans ce métier. Il pourra même l'épauler. Et non être un frein. Oui. Aujourd'hui, je voudrais que ces femmes qui sont dans les médias, qu'elles oublient le fait de venir à la rédaction, proposer un sujet, traiter le sujet, repartir, sans aucune motivation. Repartir, courir à la maison pour ne rien faire de toute la journée. Elles n'ont qu'à réfléchir. Elles n'ont qu'à réfléchir à autre chose. Aujourd'hui, elles doivent se spécialiser. Les hommes sont en train de se spécialiser. Les femmes peuvent se spécialiser. Et aujourd'hui, je voudrais que ces femmes se disent que je suis journaliste. Demain, je serai rédactrice en chef. Après demain, je serai directrice de l'information. On espère bien après demain, je serai aussi directrice générale. Oui. Ça veut dire qu'il faut toujours avoir cette ambition d'aller un peu loin. Il ne faut pas avoir le temps d'être toujours fixé sur une seule chose et rêver. On espère bien que votre appel vraiment soit entendu par cette relève parce qu'on la voit, elle est nombreuse. Les filles sont nombreuses qui sont dans le journalisme. Nous sommes presque à la fin. Aïssa, vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Oui, j'avais voulu dire, c'est vrai, APAC fait de son mieux. N'oublions pas qu'APAC a beaucoup fait parce que même le fait que maintenant qu'on assiste à des contenus médiatiques en quantité et en qualité, APAC a largement contribué parce qu'il y a un prix qui est dédié spécialement pour les femmes et ce prix, c'est des productions médiatiques consacrées uniquement aux femmes qui ont été primées et que beaucoup de femmes ont eu à gagner. C'est grâce à APAC. Et ça a fait en sorte que les contenus médiatiques ont été améliorés. C'est donc sur ce chapitre, sur la question des femmes dans le média, on est à la fin, malheureusement. Oui, on est là à la fin. Juste une pensée pour nos sœurs qui nous ont quittés, en tout cas, en début d'année. Vraiment, que leurs âmes reposent en paix. Amen. On devrait, oui. Effectivement. On a eu hommage, oui. Beaucoup de femmes. Ouais. Et à toutes ces femmes, en tout cas, qui nous ont vraiment dévancés. C'est donc à leur âme et on souhaite une bonne fête à toutes les femmes nigériennes. Et donc, c'est ici que se referme le forum de la presse de ce 13 mai. Merci donc à nos chers invités, Mme Aïssa Abdoulaye Alfari, elle est journaliste et rapporteure de l'Association des professionnels africains de la communication APAC Niger. Mme Memouna Diado, journaliste indépendante, merci également d'être venue. Ousseina Harouna, journaliste à la radio et télévision Canal 3, merci à vous aussi d'être venu. Je suis Nafisa à la modération, à la technique Amina Hassan. La régie vidéo est assurée par Issa Lawali. Merci et au revoir.